This isn't working out for me anymore. It's not you, it's me. C'est qui ce connard? J'ai laissé un petit mot et je me suis cassée, je voulais pas lui dire bonjour, au revoir quoi. On les adore. Bisous, bisous. L'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par Lelo, la marque de sextoy indispensable à notre plaisir. Cette semaine, c'est la Saint-Valentin qui arrive. Que vous soyez en couple ou non, c'est un jour qui vous est dédié. 60% des couples célèbrent la Saint-Valentin et 99% de ses amoureux offrent un cadeau à cette occasion. Offrent-ils réellement le bon cadeau ? Du classique parfum en passant par les fleurs ou les bijoux, est-ce vraiment ce dont nous avons envie ? 41% de ces couples prévoient même de faire l'amour à l'occasion du 14 février. Une soirée torride, certes, mais en avons-nous toujours envie ? Rencard sexuel trop planifié, pression à l'acte et comme une impression de devoir ? Malheureusement, tout cela peut aussi faire partie de ce moment précieux. Alors, Lelo s'est penché sur la question et s'est dit que peut-être le meilleur cadeau pour la Saint-Valentin serait un moment à soi, connecté à ses propres envies et rien que pour soi. Vous avez 364 jours pour faire l'amour, alors si la Saint-Valentin était l'occasion de le faire avec vous-même. Cette année, pourquoi ne pas offrir à votre amoureux ou votre amoureuse un sextoy Lelo pour retrouver vos propres sensations et vos propres envies. Pour cette occasion, Lelo a prévu un petit code promo à retrouver en description de cet épisode. Lelo et moi-même, on vous souhaite une belle Saint-Valentin, qu'elle soit seule ou accompagnée. Pour ma part, vous savez déjà de quel team je fais partie et je compte bien célébrer l'amour que je me porte en ce jour de Saint-Valentin. Merci à Lelo de nous accompagner sur cet épisode très spécial de Saint-Valentin et je vous laisse avec ce nouvel épisode et je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin. Salut les copines, salut les copains. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est pas toi, c'est moi, le podcast qui donne la parole aux célibataires heureux ou malheureux. Aujourd'hui, pour cette semaine de Saint-Valentin, je reçois une invitée de choix et je sais que vous étiez beaucoup à l'attendre. Je reçois Judith Duportail, qui est journaliste, autrice et qui est surtout un petit peu ma maître pensant du célibat. Judith Duportail, moi je l'ai découvert il y a quelques années durant une intervention sur Quotidien. Elle venait présenter son dernier livre, ça s'appelle L'amour sous algorithme. Ouais, c'est ça. Et qui parlait de la problématique des algorithmes et finalement, est-ce que la rencontre sur les applications de dating est totalement naturelle et possible ? Et ça m'avait passionnée et c'est comme ça que je t'ai rencontrée. Et du coup, je suis ravie de te recevoir dans le podcast. Comment tu vas ? Bah ça va, je suis hyper contente d'être ici aujourd'hui. En plus, j'ai mes 2 bébés qui font leurs dents en ce moment, donc je suis bien contente de les avoir refourgués à une nounou pour quelques heures. Pardon mes amours, hein, mais bon. Alors ça, c'est un sujet dont on va parler forcément dans ce podcast. Toi, tu as décidé de faire une PMA pour avoir des enfants. Et alors, la PMA, quand elle arrive à un certain âge, il y a plus de risques d'avoir des jumeaux. Et donc toi, tu as eu des jumeaux. Ouais. Oui, en fait, c'est surtout que quand tu fais une PMA, ton ovulation, elle est stimulée par des médicaments. Ouais. C'est pour que tu aies plus de chances de tomber enceinte à chaque tentative, comme c'est quand même un processus un peu lourd, on essaye de l'optimiser. Et comme c'est une médecine... ça fait pas longtemps qu'on pratique des PMA, finalement, à l'échelle de l'histoire de la médecine. Totalement, tu vois, ça fait qu'une vingtaine d'années, ou trentaine maintenant, peut-être. Ils savent pas encore à comment bien doser les femmes, tu vois. Donc moi, j'ai été un peu... bien dosé quoi, donc ouais, j'ai eu des jumeaux. Est-ce que tu penses du coup qu'ils dosent plus en effet par rapport à l'âge de la patiente ? Ils regardent, ils te font des analyses de sang et ils regardent tes taux de plusieurs hormones, FSH, LMH, AMH, il y a plein d'hormones féminines quoi. Et par rapport à ça, ils essayent de deviner quel sera le bon dosage. Mais c'est pas une science exacte quoi. À chaque fois ils essaient de déduire, de deviner, mais ils savent pas forcément ce que ça va donner quoi. Vraiment la grande surprise quand même des jumeaux. J'ai hâte de venir sur cette partie-là de ton histoire. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, on sait que tu es une maman heureuse, mais en tant que célibataire, est-ce que tu fais partie de la team des célibataires heureuses ou malheureuses ? Franchement, je pense pouvoir dire que je fais partie de la team des célibataires heureuses. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu es célibataire ? Alors, officiellement... la dernière fois que j'étais en vrai couple officiel, où je vivais chez mon ex et tout, c'était il y a bien 5 ans maintenant. Alors, entre-temps, il s'est passé des choses, mais je me suis toujours considérée quand même comme célibataire dans le sens où il y a eu des aventures ou des histoires, même des sentiments amoureux, mais pas d'engagement. Ouais, pas d'engagement. Toi, c'est quoi que tu estimes être un couple ? On commence par la question, quoi. Aujourd'hui, je sais plus, en fait, ce que c'est faire couple, être en couple, parce que j'ai l'impression qu'on a tellement, et on a bien fait d'ailleurs, tout remis en question, tout remis sur la table,
tout analysé, le couple, l'exclusivité, l'engagement, la cohabitation, qu'en fait, faire couple, on doit tous et toutes redéfinir ce que c'est avec chaque nouveau partenaire. Donc moi, ce dont je rêverais, mais ce serait... pour moi, l'exclusivité, c'est important, parce que j'arrive pas, moi, enfin non, ça me fait trop de mal, des relations non exclusives, sur le long terme, en tout cas, ou quand t'as un rapport amoureux. Je peux comprendre. Je peux pas courir plusieurs lèvres en même temps. Mon cœur ne s'éparpille pas. Je veux plus vivre avec un homme, par contre, donc ce serait non cohabitant. Et j'aimerais beaucoup d'indépendance, mais en même temps beaucoup d'estime et de confiance. Un lien qui soit fort, mais suffisamment fort pour être assez souple. C'est intéressant ce que tu dis par le fait de ne plus vivre avec un homme, parce que du coup, si je comprends bien, ta dernière relation, vous viviez ensemble. Ouais. Et c'est cette relation-là peut-être qui t'a fait... J'ai habité 2 fois avec des hommes, enfin avec des amoureux, et déjà le fait de l'avoir fait 2 fois, donc d'avoir après défait 2 fois, redéfait tous les cartons, recherché un appart, regaléré, repartage des photos sur le frigo. En fait, au bout d'un moment, je me dis non mais stop, en fait, je vais pas faire ça tous les 5 ans, enfin c'est pas possible, tu vois, c'est trop douloureux psychiquement et puis financièrement. En fait, je trouve que la vie à 2, moi j'ai jamais réussi à ce que ce soit harmonieux et joyeux, en fait. Ça ramenait tout de suite la gravité. Ah ouais. Sur le partage des tâches, il y avait tout de suite un truc... qui était tout de suite un truc un peu... une lutte de pouvoir. Puis, en fait, moi, j'adore vivre avec mes copines. J'adore qu'il y ait plein de gens qui passent chez moi. Ouais. J'adore ce côté maison ouverte. J'aime bien que les gens ils se sont autorisés à passer à l'improviste. Genre, je suis dans le quartier, je sonne. Et ça va pas toujours plu à mes compagnons, ce que je peux comprendre. Mais du coup, c'est ça... Moi, j'avais l'impression que ma vie, elle perdait un peu en joie, en fait, en légèreté. Donc, tout ça, en fait, ça me fait me dire que c'est mieux que chacun ait son petit cocon, son petit espace, puis on s'invite l'un l'autre. Et voilà, comme ça... Puis comme ça, tu te retrouves moins à subir aussi un peu le pire de l'autre, et même faire subir le pire de toi-même. Parce que moi, bon, je peux plus trop me le permettre maintenant que j'ai des bébés. Mais avant, il y avait des journées où tu passes en pige à faire la gueule, où t'as à peine envie de te laver, etc. Et c'est vrai que c'est pas génial de faire vivre ça à quelqu'un, mais en même temps, t'as bien le droit, t'es chez toi. Donc, moi, je trouve ça mieux de pas vivre ensemble. Voilà, tout ça pour ça. Est-ce que ta dernière relation, du coup, peut-être la cohabitation, a mené vers la fin de cette relation-là ? C'était, en fait, ma dernière relation, j'ai fait toutes les erreurs. C'est-à-dire que j'ai emménagé chez mon mec, donc c'était chez lui. Hein. Et c'est toujours un peu resté chez lui dans notre inconscient collectif, on va dire. Et donc, quand notre relation... Enfin, au début, il me disait tout ce qui est à toi est à moi, mon amour vient vivre à la maison, nanani, nanana, tu es ici chez toi. Le classique shit du début. C'est ça. Puis après, quand ça a commencé à plus aller entre nous, de toute façon, tu vis chez moi, machin, c'est mon appart. Il avait ces termes-là ? Ouais. En fait, moi, le sentiment que j'ai eu, c'est de m'être fait vraiment répudier, quoi. À devoir chercher une coloc en 2 secondes, je suis allée dans un appart misérable. J'avais... Enfin... Parce que notre rupture a été hyper brutale. Et là, je me suis dit, mais meuf, mais plus jamais de ma vie, je me mets dans cette situation. À me retrouver quasiment à la rue, en fait, du jour au lendemain, à cause d'un mec. Alors, heureusement, j'ai la chance d'avoir une famille soudée. Donc, ma mère, elle m'a vachement aidée financièrement à ce moment-là, etc. Mais déjà, c'était la honte de demander de l'argent à ma mère. Enfin, moi, je trouvais que c'était la honte. Deuxio, j'aurais fait comment si j'avais pas ma mère. Et puis, tertio, quel enfer, quoi. Enfin, l'enfer. Après, pour me reconstruire de ça, c'était horrible. Et lui, il était pépouze dans son grand appart. Il a juste à dégager mes valises, à effacer tous les signes de ma présence. Et puis, ça y est, j'existais plus, tu vois. Vous avez vécu combien de temps ensemble ? 1 an et quelques. C'était pas très long, mais c'était quand même... Et ça faisait longtemps que vous étiez ensemble ? Ça a été une histoire de 2 ans. Okay. Assez courte, mais très, très intense. Quand on fait le signe comme ça, c'est qu'en général... C'est ça. T'étais amoureuse ? Ah, j'étais folle de lui. Mais cet ex-là, en particulier, c'était une relation vraiment toxique. Vraiment, vraiment toxique. Et très douloureuse et malsaine. Toxique à quel niveau ? En fait, ça a commencé par un coup de foudre. Plus tard, j'ai compris qu'en fait, les coups de foudre, c'était pas forcément... Mais c'était un vendredi en hiver. J'avais matché avec lui sur Tinder et j'étais rebou avec ma coloc, tu vois, le vendredi soir. Et je lui donne rendez-vous à 1h du mat, au bar, au coin de la rue. Enfin, vraiment, le truc... Et là, en fait, on se voit... super attraction et tout. Et en fait, on passe le week-end ensemble. Je passe le week-end chez lui, il neigeait dehors. Je me souviens, c'était genre film. Complètement un film de Noël. Ouais. Et je passe le week-end chez lui. On passe le week-end au lit, un espèce de truc, mais
tellement fort, tellement... J'avais l'impression d'être au paradis, sincèrement. Un truc vraiment très, très beau, très, très fort. Et de là, ça a commencé une histoire d'amour. Moi, sur le moment, j'avais l'impression d'avoir décroché, mais le gros lot, quoi. Genre le rêve. C'est souvent comme ça. Hein. Moi, ça, c'est une notion qui me fait rire. Hein, parce que quand je pense à mes relations où j'ai eu des coups de foudre comme ça, enfin des coups de foudre. On remet des guillemets à ce terme de coups de foudre. Et pareil, sur l'instant, je me dis genre, mais c'est incroyable ce qui m'arrive. Ça m'arrive à moi, je suis l'élu. Et quand tu regardes la relation après, une fois que c'est fini, tu te dis, j'ai été l'élu de la merde. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment été l'élu du coup du sort qu'il ne me fallait pas. Ah, mais oui. Et puis en vrai, on perd un peu tout sens commun. Parce que, par exemple, j'imaginais si j'allais à une soirée, que je rencontrais une meuf et qu'elle me disait, t'es ma meilleure amie, je vais te voir tout le temps. Je serais là, enfin, elle a pas de vie, cette fille. Enfin, tu vois, c'est vrai. Et pourquoi en amour, on trouve ça génial? Mais en fait, c'est tout aussi cringe, quoi. Mais c'est, alors ça, vraiment, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que l'amitié, jamais. Ouais, on est d'accord que ça prenne du temps. On trouve ça normal. Et on a raison. Mais hein. oui. C'est pas parce que tu passes une soirée incroyable avec une nana en soirée où tu te marres et tout, que tu vas te dire, oh, c'est magique. C'est la rencontre. Faut que je la vois tous les jours. Ouais, c'est ça. Non, mais il faut qu'on s'écrive tous les jours, le matin, le soir. Elle a mis 3 heures à ne pas me répondre, elle ne m'aime plus. C'est vrai. Mais oui, en fait, tu vois, on perd tout un... Enfin, j'ai l'impression qu'on a été tellement lobotomisés qu'on en oublie toute intelligence, quoi. Enfin, je parle de moi. Non, mais je parle de moi aussi. Et je pense aussi bien homme que femme, on va tous se reconnaître là-dedans, parce que l'amour rend con. Ah oui. Ah oui. Alors que l'amitié, moi en tout cas, je sais qu'en amitié, je le donne quand même plus difficilement. Enfin, je te dis ça, mais non, l'amour, je ne donne plus rien. Donc en vrai, je donne quand même plus facilement mon amitié que l'amour. Mais donc, du coup, tu te retrouves dans cette espèce de conte de fées. Au début, pendant quelques mois, c'était vraiment le rêve absolu. Ouais. Puis petit à petit, classique, il commence à... C'était passionnel, donc la passion, il y avait déjà beaucoup des disputes, mais des trucs... Il était assez jaloux, et au début ça me flattait, puis en fait plus ça allait, plus ça a été de jalousie, de possessivité, puis et un truc assez pervers de quand il était jaloux, plutôt que de m'en parler, que je puisse le rassurer, parce que moi j'étais hyper amoureuse, j'aurais pu complètement le rassurer. Bien sûr. Du coup, il s'amusait à me rendre jalouse, à me faire de la peine, à me comparer à d'autres femmes. Il savait que j'étais complexée par mon poids un peu, donc à m'envoyer des pics là-dedans. Enfin, des pics, c'est-à-dire à faire exprès de me faire des remarques sur mon corps, ou à me montrer des filles canons sur Insta en disant t'as vu, elle est vraiment super bien foutue, pour que je me dise... Enfin, des trucs vraiment tordus, puis gamins, tu vois. Et petit à petit, ça allait je résume pour aller assez vite, mais ça allait assez loin, tu vois. Surtout que ça, vous viviez pas encore ensemble, du coup, ça a été bien avant même. C'était un peu les deux. En fait, il y avait des gros orages, des grosses crises, puis après on se parlait plus pendant 3 jours, et après c'était à nouveau... je suis tellement désolée, mon amour, puis à nouveau le paradis, mais pour quelques semaines. En fait, c'est difficile à résumer, parce que j'en prenais vraiment plein la gueule. Mais j'étais comme lobotomisée un peu. Et j'étais pas du tout aussi affirmée qu'aujourd'hui. Pour moi... C'était la honte, enfin, je le disais peut-être pas comme ça, mais ce que je ressentais au fond, c'est qu'il fallait absolument que je trouve un mec, que je trouve quelqu'un, que je me case, j'en pouvais plus d'être célibataire, j'avais l'impression d'être ratée, pas normale, j'avais honte. T'avais quel âge exactement J'ai pu attendre 31, 32 quand je l'ai rencontré. C'est une période qui est hyper cruciale. Extrêmement difficile, ouais. Je voyais tout, moi j'avais vachement envie d'être maman, donc je flippais, je me disais, il faut que je rencontre quelqu'un maintenant. Enfin, je me mettais la grosse pression, et donc ouais, petit à petit, j'essayais de faire des efforts pour qu'il soit plus jaloux, mais... Plus je me soumettais, en fait, plus il en demandait, je voyais plus mes... En fait, je me rends compte, avec le recul, que c'était fou. Je voyais plus mes amis mecs. Quand je racontais ma journée de taf, je mentais, je racontais qu'il y avait que des femmes autour de moi, petit à petit, tu vois. Tu féminises tout ton entourage. Je mettais plus de rouge à lèvres. Après, dans le métro, je me mettais à baisser les yeux, parce qu'ils trouvaient que j'allumais les mecs avec le regard. Alors j'étais là... Je me rends pas compte que j'allume tout le monde, du coup, je vais regarder par terre. Enfin, c'est un processus de soumission, quoi, qui se met en place petit à petit. J'allais dans un espace de coworking qui était hyper bien, ça le soulage, j'y allais plus. Enfin, puis en fait, il y avait rien qui suffisait, en fait. Plus je donnais, plus il était agressif, plus il était méchant. Est-ce que ton entourage essayait de t'alerter là-dessus ? Ouais, franchement, mes amis petit à petit le détestaient. Ma mère aussi. Ce qui était difficile, en fait, c'est que j'osais pas dire à mes proches la réalité de à quel point je m'asseyais sur moi-même. Parce que j'avais honte, en fait. Donc je racontais peut-être un tiers ou la moitié de la vérité. Et en fait, c'est vraiment ma mère qui m'a vue perdre ma lumière, elle me disait. Donc, et qui a eu la patience
de vraiment beaucoup me répéter faut que tu t'en ailles, faut que tu t'en ailles. Parce que les amis, au bout d'un moment, ils en pouvaient plus que... Je là, oui, je vais le quitter, puis en fait, après, je revenais, je craquais. Enfin, en fait, c'était un espèce d'engrenage qui est, je comprends, épuisant pour l'entourage. Ouais, l'emprise, c'est vraiment terrifiant comme expérience. Parce que tu te rends compte que tu te trahis aussi toi-même. Enfin, moi, c'est ça qui m'a vraiment... qui m'a vraiment collé le vertige après, c'est de me rendre compte à quel point je m'étais abandonnée dans cette histoire. Et même avec du recul, parfois j'ai des flashs de trucs qui me disaient et tout, et je me dis waouh, putain, c'est chaud quand même. Mais en plus, c'est drôle parce que comme quoi on est vraiment pas à l'abri de tomber dans quelque chose de toute façon. Parce que toi, t'es féministe, t'es une intellectuelle, et t'es une intellectuelle de la romance. Mais... Donc tu travailles beaucoup sur ces questions-là, et même avant que ce soit public, j'imagine que c'était déjà des questions que t'intellectualisais énormément. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille sur ces thématiques-là, je suis bien placée pour en parler, c'est qu'il y a une forme de blessure. C'est ça, On exactement. ne décide pas de choisir ce thème de travail Exactement. juste par envie de dire l'amour c'est de la merde et la rencontre en 2024 c'est de la merde. C'est qu'il y a une blessure par rapport à ça. Donc c'est intriguant de se dire, même quand on déconstruit autant les choses, finalement, même en les comprenant, on est quand même encore susceptible de tomber Complètement dans ce type de relation. Et c'est vrai que je me dis, moi tu vois, ça c'est quelque chose qui me fait très peur, de me dire, ça se trouve je vais rencontrer quelqu'un dans un an et je peux me faire happer aussi par ce sentiment de ça m'arrive à moi, et que j'oublie. J'espère pas, j'espère que ça sert quand même tout le travail qu'on fait pour que ça ne nous arrive plus. J'espère, mais je me dis, tu vois, toi t'as commencé ce travail il y a quand même plusieurs années maintenant. Ça fait combien d'années en tout que tu bosses sur cette thématique-là? Ça fait, ouais, j'ai commencé il y a peut-être 7-8 ans, t'as raison. Mais c'est beaucoup, hein. C'est Donc ça vrai. veut dire que, par exemple, toi, quand t'as débuté ta relation, Ouais, je commençais à t'avais travailler déjà là-dessus. ce travail-là. C'est vrai. Non, c'est vrai. Cet épisode, ça s'appellera C'est vrai. Non, c'est vrai. Non, ça me plonge dans mon passé. En fait, ce qui est fou, c'est que, pour donner un exemple un peu concret, pendant que j'étais avec ce mec, mon père est décédé brutalement. Et donc, j'étais très malheureuse, sans deck. Waouh. Et donc au début, il a joué le sauveur, ma chérie, nanani, nanana. Il est venu à l'enterrement avec moi, toute ma famille l'a adoré. Enfin, typiquement ce genre de mec. Puis au bout de quelques semaines, quelques mois, il était là, bon... En fait, moi, je suis sortie avec une meuf qui était fêtarde, qui était rigolote. Si t'étais là pour pleurer tout le temps, ça va pas le faire, quoi. Et moi, ça, je me disais un peu, bon, bah c'est vrai, faut le comprendre aussi, etc. Ça doit être relou, ça doit être relou d'avoir quelqu'un qui pleure tout le temps. Et après, avec du recul, j'ai envie de lui coller des baffes, tu vois, c'est atroce, quoi. Et en fait, d'avoir vécu ça, d'avoir vécu cette expérience de... à quel point le couple, ça peut être un mensonge parce que dès qu'on était avec des gens autour de nous, il était parfait, tu vois. Et un mensonge et tellement de cruauté, parce que c'est tellement cruel de dire ça à quelqu'un qui est en deuil, que j'ai surtout l'impression qu'il y a un truc en moi qui est... J'y crois plus à tout ça, quoi. J'ai envie de dire, les amis, cut de bullshit, tu vois, j'y crois plus à vos histoires. Je suis dans ce truc-là aussi où je me dis, je n'y crois plus. Et comment faire en sorte que ça arrive quand on n'y croit plus? Et c'est surtout que, comme tu dis, c'est du bullshit. En fait, je pense qu'il y a quand même, une fois que tu as ouvert les yeux sur la réalité de ce que c'est le couple hétérosexuel, c'est difficile de... Bah voilà, quoi, tu peux pas revenir en arrière, tu peux pas te dévoir. Mais il y a une partie de moi qui espère, enfin, comme je te dis, ouais, c'est ça, il y a une partie de mon cœur qui espère que la vie me contredira. Et que je dirais, ah waouh, non, moi j'ai réussi à construire quelque chose qui fait l'ordre de d'exception. Et j'en connais des couples autour de moi où je me dis, ouais, c'est vrai qu'eux, ils ont une relation égalitaire, ou eux, ça a l'air sympa. Mais franchement, j'en connais pas beaucoup. Est-ce que c'est des couples qui te font rêver et qui ressemblent à ce que t'aimerais avoir, hein? Ouais, il y en a où tu sens que ils rigolent un peu, tu vois, ceux qui sont un peu meilleurs potes, complices, qui ont des private jokes, et là, ça je trouve ça cool, ouais. Ça, je dirais que ça me fait un peu rêver. Mais du coup, on a skippé la relation dans laquelle tu étais. Parce qu'après, on arrive dans le sujet qui, je sais, vous attendez tout avec impatience, les bébés et les jumeaux, et faire famille. Les babies. Les babies. Donc tu es dans cette relation, vous vivez ensemble, c'est conflictuel, c'est toxique, et clairement t'es sous l'emprise de quelqu'un qui ne te veut pas du bien. C'est ça. En fait, c'est ce qui est compliqué, c'est que c'est toxique, c'est brutal, c'est même violent verbalement.
Et puis il y a des moments, c'est aussi magnifique. Et puis c'est la passion des corps. Enfin, il y a un truc quand même où c'est ça qui est si étrange. C'est pourquoi est-ce que la toxicité, parfois c'est si hot. Ça, c'est vraiment un drame dans ma vie. Et il y a un truc où on se comprend physiquement, et où t'as l'impression que du coup ça efface tout, les choses horribles qui ont été dites. Enfin, c'est vraiment une logique un peu addictive, malsaine. Et on finit par se séparer. Moi, je finis par avoir un instinct de survie à un moment. Et puis lui... je sais même plus qui a quitté l'autre, tellement on s'est largué, on est revenu. Enfin, ça a été tellement... Qu'est-ce qui te fait employer le terme instinct de survie ? Bah, parce qu'en fait, j'étais vraiment très suicidaire sur la fin de notre relation. Parce que j'étais en deuil, j'avais perdu mon père, j'arrivais plus à travailler. J'étais en dépression à cause de mon deuil et à cause de la maltraitance que je subissais. Et j'avais vraiment beaucoup de flashs de moi qui me... Pardon, c'est vraiment hyper dark. Hein, de moi qui me jetais sous les roues du métro, moi qui sautais par la fenêtre. Enfin, j'avais vraiment beaucoup d'images comme ça. Et il y a quand même eu une petite voix là, au fond de moi, un truc qui m'a dit « Meuf, franchement, c'est pas normal que tu penses à ça tout le temps. » Qui m'a dit « Vas-y, sauve ton cul, casse-toi. » Il y a quand même eu ça. Je suis heureuse d'avoir quand même eu cet instinct de survie. Donc du coup, l'instinct de survie te dit là, il faut se casser. C'est ça, l'instinct de survie. Et ma daronne, à qui je dois beaucoup, vraiment, là-dessus, je lui dis souvent qu'elle m'a sauvé la vie. Et donc, ouais, je finis par partir, mais je pars physiquement, mais moi, j'étais encore hyper accro, j'arrêtais pas de lui écrire, etc. Et ça, avec l'aide de ma psy, elle a fait en sorte... Elle était vraiment douée, ma psy, parce qu'elle m'a dit « Ok, t'es pas prête à le quitter, mais c'est déjà bien que tu sois partie de l'appart. » Elle m'a dit « Parce que ce qu'on va faire, c'est que vous allez essayer de vous appeler qu'une fois par semaine. Comme ça, tu sais que tu vas lui parler. Tu sais qu'il y a encore un lien, mais t'essaies de vivre pour toi le reste du temps. » Donc déjà, c'est à mi-distance. On s'appelait le dimanche. Je me faisais insulter pendant 2 heures, mais j'étais encore accro. Ouais. Même après que tu sois partie. Traité de pute, mais vraiment, enfin, pardon, bref, c'était atroce, enfin, vraiment atroce. Mais moi, j'essayais, enfin, j'étais encore accrochée au rêve du début, tu vois. Et j'avais été tellement emportée par une vague d'amour, de bonheur, que je me disais, on va y arriver, on va retrouver le truc du début, il faut pas lâcher à la première difficulté. Enfin, j'étais dans un truc... Et petit à petit, ce truc du dimanche, c'était vraiment... Ma psy, elle a vraiment été douée, parce que ça m'a quand même permis de... J'en pouvais plus de me faire insulter tous les dimanches, quoi. Donc, petit à petit, ça a été un dimanche sur 2, puis après, je l'ai plus, on s'est plus rappelé. Tu sais ce qui est devenu, ce gars-là, aujourd'hui ? Non, j'ai plus aucune nouvelle. Je sais qu'il m'a envoyé des menaces de publier des photos intimes. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est ça. Et après, je sais, il est bloqué partout, je suis bloquée partout, donc on n'a plus de nouvelles. Du coup, après ça, j'imagine que t'as pas eu envie de te remettre en couple. Non. Mais en fait, après ça, j'étais vraiment traumatisée, quoi. C'est pas comme une rupture classique où tu ressors triste, mais... Enfin, en même temps, tu vois, avant, j'avais vu une autre grande histoire d'amour où j'étais restée peut-être 5 ans avec un mec. Et quand même, il y avait beaucoup d'estime l'un pour l'autre, beaucoup d'affection. Je sais qu'on a vécu des belles choses ensemble. Je sais que si on a des galères, on peut compter l'un sur l'autre, même encore aujourd'hui. Enfin, t'en ressors, tu repars avec quelque chose, quand même. Là, je suis repartie, j'étais dévastée. Et à force de me faire insulter, il y a une partie de moi qui croyait un peu à tout ce qu'il m'avait dit. Plus on était ensemble, plus il vrillait, un peu incel, un peu obsédé par le body count et tout. Et le fait que j'avais couché avec plus de mecs que lui de meufs, ça l'obsédait. C'est pour ça qu'il me traitait de pute en permanence. Donc j'étais vraiment, je me sentais salie, quoi. Donc j'étais dans un truc de haine, enfin même pas de haine, de méfiance exacerbée du masculin. Après cette histoire, pendant longtemps, franchement, pendant genre 2 ans, je fais rien, mais rien, pas un bisou, pas un pendant date. Pendant 2 ans ouais, rien du tout. J'avais arrêté les applis parce que j'avais fait mon bouquin sur Tinder, donc je me voyais pas retourner sur Tinder, enfin impossible. Et après, j'ai eu des petites histoires, mais vraiment rien d'enthousiasmant, rien de concluant, rien de... Enfin, vraiment rien de... J'arrive même pas à me souvenir des prénoms, tu vois. Enfin... C'est peut-être important de contextualiser ton bouquin, ton dernier bouquin, parce que du coup les gens vont se dire mais attends, pourquoi elle fuit les applications parce qu'elle a écrit un bouquin, je ne comprends pas, elle est trop intelligente. Alors c'est qu'en fait Judith, t'as écrit un livre sur les algorithmes de Tinder en particulier, qui est d'ailleurs assez dingue, qui moi m'a un peu terrifiée. Et donc forcément en fait t'as compris que c'était pas du tout un truc naturel en fait. C'est ça, en fait j'ai écrit un livre d'enquête sur Tinder où je partais de ma propre expérience de l'application et où j'enquêtais sur comment fonctionne l'appli, pourquoi il nous présente tel profil ou tel autre profil, enfin comment fonctionnait l'appli, quoi, les coulisses de l'application. Et je me suis rendu compte de plusieurs choses. Déjà que l'algorithme était sexiste. J'explique vite fait. Voilà. En gros, quand on était tous notés sur Tinder, on avait tous une note de désirabilité qui s'appelle le Elo Score. Elo, ça vient du nom d'un mathématicien hongrois qui s'appelle Arpad Elo, qui avait inventé un système pour classer les joueurs d'échecs. C'est une cote qui évolue tout le temps.
Par exemple, aux échecs, quand tu gagnes contre un excellent joueur, ta cote, elle monte. Sur Tinder, quand tu matches contre une personne, enfin, avec une personne jugée... C'est très révélateur, contre une personne. Tu matches avec une personne jugée très désirable, du coup, ta cote, elle augmente. Ouais. Par contre, si une personne jugée peu désirable te rejette, ta cote descend. En fait, déjà, donc, t'es noté sur la désirabilité, parce que le but, c'est de mettre les beaux avec les beaux, les moches avec les moches, et les moyens avec les moyens. Mais ce que j'ai découvert en écrivant mon livre, c'est que t'es pas que noté sur le physique, t'es évalué aussi en fonction de ton niveau d'études et ton niveau de revenu. Ça, c'est des infos qui déduisent sur toi à partir de ton profil Facebook. C'est très facile de savoir selon les études que t'as faites. Puis parfois même, tu le dis, ce que tu fais comme métier sur Facebook. Ce qui est fou, c'est que quand t'es un homme qui a fait des bonnes études avec un bon salaire, t'as des points bonus. Mais quand t'es une femme qui a fait des bonnes études avec un bon salaire, t'as des points malus. Parce que le but, c'est de créer des matchs où l'homme est supérieur à la femme, en fait. Soit il gagne plus d'argent, soit il est plus diplômé, soit il est plus âgé. Enfin, c'est le patriarcat fait en algorithme, quoi. Mais donc, du coup, ça veut dire que les meufs qui gagneraient plus, qui auraient eu plus d'éducation en termes études, du coup, matcheraient avec des profils qui ne leur sont pas équivalents. Non, il faudrait qu'ils soient toujours supérieurs. Donc, ça serait des profils qui ont plutôt tendance à moins bien gagner leur vie. Par exemple, si t'es une meuf très riche et qui a fait beaucoup d'études, soit ils vont te mettre des mecs plus âgés que toi pour qu'ils gardent un ascendant sur toi, soit ils vont juste cacher ton profil. Et du coup, quand j'ai fait ce bouquin, on en a pas mal parlé, donc j'ai fait pas mal de promos. Et donc après, ça me paraissait impossible, après avoir tant enquêté sur Tinder, de retourner sur les apps. Tout app confondu. J'allais un peu sur OkCupid, mais en fait, je m'énerve. En fait, je réglais un peu mes comptes sur les apps. Les mecs, ils m'exaspéraient. Je partais dans les tours hyper vite. Du coup, c'était pas bon. Ça m'énervait. Je leur criais dessus, enfin, par écrit. Je me disais, c'est pas terrible. C'est-à-dire, tu leur écrivais en majuscule. Ouais. Connard. Je sais pas, en même temps, il m'énervait, hein, mais dès que, du coup, au lieu de unmatch et de passer à autre chose, j'étais là, bah oui, t'es comme tous les autres. Enfin, c'était pas terrible. Je comprends. Au bout d'un moment, je me suis dit, laisse tomber. Est-ce que toi, t'as été tentée par les appels des applications de cul ? Bien plus tard, je suis allée sur Wild. En fait, je trouve ça beaucoup plus respectueux. Je trouve que les hommes sont beaucoup... Aujourd'hui, si j'avais une copine qui voulait chercher des plans cul, je dirais surtout, va pas sur Tinder, va sur les trucs de cul, genre Phil et tout. Ouais. On arrive au sujet que tout le monde attend avec impatience. Tu décides de créer ta famille différemment et de faire ce que beaucoup de femmes réfléchissent à faire en ce moment. En fait, donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cette rupture traumatique à genre 33 ans. Après, je suis traumatisée, j'arrive plus à dater pendant 1 an ou 2. Donc, j'arrive assez vite à 35 ans avec... je savais, moi, que je voulais être mère, ou au moins essayer d'être mère, parce qu'on n'est jamais sûr de tomber enceinte. Mais ça devenait une obsession, en fait. J'y pensais tous les jours. Quand je voyais des amis avec des bébés, franchement, j'avais le désespoir. Enfin, je me sentais désespérée, quoi. Quand je promenais mon chien, que je voyais le matin à l'heure de l'école, je voyais les mamans avec leur petit enfant dans la main, là, j'étais là, qui leur tenait la main, ça me brisait le cœur. Enfin, moi, j'y pensais tout le temps. Et je n'arrivais pas du tout, du coup, à envisager les relations de façon légère, joyeuse. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est impossible de tomber amoureuse dans un tel contexte de pression. Enfin, c'est impossible. Quand j'allais à des rendez-vous, j'avais l'impression que c'était écrit sur ma gueule, je veux être maman. Je savais pas du tout comment aborder le sujet. Est-ce que t'en parles au début? Est-ce que t'en parles pas? Comment t'en parles sans avoir l'air désespéré? Enfin, toutes ces questions, moi, je me prenais les pieds dedans, mais vénère, quoi. Du coup, je sais pas, en vrai, ça me rendait malheureuse, mais ça me rendait vraiment malheureuse, parce que j'avais vraiment peur de passer à côté de ça, et je savais que j'en avais trop envie, quoi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il y a eu un jour où je me souviens, j'ai vu un couple passer dans la rue avec une femme enceinte, trop belle, tu vois, genre tout en Cézanne, enfin genre la meuf parfaite, avec son mec sublime. Ils avaient l'air trop amoureux. Et puis, il y a juste je me suis dit, en fait, mais c'est pas grave, tu vas faire autre, ce sera pas toi. J'ai aussi eu un très bon ami qui a adopté le fils de son ex, enfin qui a fait une famille aussi autrement, tu vois. Et du coup, c'est là où je me suis dit, en fait, il va falloir faire autrement. Tant pis. Il y a un truc où je me suis dit, tu sais quoi, mais peut-être que tu feras partie de ces gens à qui ça n'arrive jamais. On va faire la paix avec ça. Et j'en avais marre d'être malheureuse, en fait. Je sais pas, c'est un truc vraiment aussi bête que ça. Il y avait un truc qui me disait, j'en peux plus d'être déprimée, j'en peux plus.
Du coup, t'étais vraiment déprimée par le désir de maternité. Le désir de maternité, le célibat, ça me rendait... J'avais l'impression... ça me rendait malheureuse. Sincèrement, ça me rendait malheureuse. D'attendre, d'être en espoir, dans la quête, de rencontrer quelqu'un peut-être. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'un jour on va faire un bébé? À quel âge? Le temps passe. Enfin, toute cette anxiété, c'était vraiment... Je trouve que ça demande beaucoup de courage de le reconnaître et de le dire parce que je pense que beaucoup de femmes vivent ce malheur de ne pas trouver l'amour, ce malheur de ne pas comprendre pourquoi ça ne nous arrive pas. Pourquoi moi je ne trouve pas l'homme avec qui je vais construire une famille, pourquoi personne ne tombe amoureux de moi, pourquoi moi je ne tombe amoureux de personne, pourquoi il n'y a pas de rencontre soi-disant, est-ce que je ne vaux pas la peine, est-ce que je ne suis pas assez bien pour être aimée, et ça rend très malheureuse ces questions-là. C'est horrible, c'est horrible. C'est très dur et je pense qu'on nous a tellement inculqué que finalement c'était assez pitoyable. Parce que c'était la honte. En Mais fait, oui. Toi, tu te débats avec des questionnements existentiels, parce que être mère ou pas, c'est un questionnement existentiel. Et c'est hyper dur. Et en plus, il faudrait faire style d'en avoir rien à foutre. C'est d'une brutalité. Parce que si tu reconnais que tu es malheureuse d'être célibataire, tu es pathétique. C'est atroce. C'est affreux. En fait, il y a un truc, mais t'as l'impression que... Enfin, c'est surhumain ce qui nous est demandé. Mais bien sûr que c'est dur de se poser les questions de faire famille ou pas. Bien sûr que c'est dur de se dire... Est-ce que moi, je vais fonder un foyer de cette manière ou d'une autre? C'est hallucinant qu'on n'ait même pas le droit d'exprimer cette difficulté. Et je me dis, en fait, tant pis. Pour moi, ça se passera autrement. Ça a été à la fois un deuil, mais aussi une libération de me dire, je vais pouvoir avancer dans la vie, je vais pouvoir réaliser, enfin, à l'époque, je me disais au moins essayer de réaliser un de mes plus grands rêves. Finalement, quand t'as pris la décision de faire un enfant seul, t'as été soulagée. J'étais hyper contente. De me dire, peut-être que dans un an et demi, j'aurai un petit bébé, parce qu'à l'époque, je savais pas la suite de l'histoire. J'aurai mon petit bébé dans les bras, voilà, il va attraper ma main, il aura un petit nez trop mignon. Comment je vais l'appeler, ça m'émeut rien que d'y penser. Tellement je suis... C'est la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie, tu vois. Et tellement je suis heureuse d'avoir eu ce courage. Parce que quand je pense que j'aurais pu passer à côté de mes enfants, pour une histoire de mec, de timing, de rencontre, je me bénis en fait d'avoir eu ce courage. Est-ce que t'as eu peur en le faisant? Ah bien évidemment. Ça fait super peur. Et puis j'ai été triste aussi parce que c'est dur la PMA, c'est dur d'être enceinte sans compagnon. Puis il y a toujours des gens qui ont un peu pitié de toi. Tu vois, rien que là, avant de venir ici, donc j'ai fait garder mes bébés pour venir au podcast comme on est le week-end, enfin bref. Et la nounou, elle me dit, mais ah oui, d'accord, machin. Enfin, toutes les nounous, elles sont là, ah, mais c'est quoi cette histoire, machin. Ça, mais le papa, mais il est parti? Ah non, ok. Enfin, elle me pose toujours des questions. À chaque fois, j'essaie de mettre des limites. Puis elle me regarde avec un air un peu dégoûté. Elle me dit, mais c'est votre choix? Tu sais, genre, l'air de dire, mais t'as vraiment choisi cette vie de merde? Et j'étais là, c'est un peu intime, ça, comme question. Je vous demande pas, vous... Attends, elle te le demande frontalement, mais comme ça, avec un ton, mais tu sens vraiment le jugement, quoi. C'est fou, ça. Et donc, tu te prends pas mal de réflexions comme ça. Donc, c'est dur. Franchement, je vais pas mentir, c'est dur à assumer. Mais... Donc, j'ai eu peur, et puis c'est dur financièrement, enfin, c'est dur sur plein d'aspects, je peux faire la liste de tout ce qui est difficile. Toi, avant de choisir l'option PMA solo, est-ce que tu avais réfléchi à des projets de coparentalité? Alors, pour contextualiser, qu'est-ce que la coparentalité? La coparentalité, c'est faire le choix de faire un enfant ou des enfants avec des partenaires non romantiques. Donc, ça peut être avec un autre homme célibataire, ou un couple homosexuel, ou voilà, il y a plein de variables imaginables, mais du coup, c'est ça la coparentalité. Ouais, j'avais envisagé, je m'étais même inscrite sur un site. J'ai fait, moi aussi. Toi aussi? Oui. Et j'avais même rencontré un couple gay. Mais je trouvais ça difficile de rencontrer quelqu'un avec ce projet. Je pense que si j'avais eu un ami que j'adore, qui avait un projet de paternité aussi, on aurait pu élaborer ça ensemble. Mais se rencontrer, faire un bébé, je me sentais un peu... Après, puis le fait d'être avec un couple, je m'étais dit, je vais toujours être seule face à eux. Puis on avait commencé à échanger, à se parler, puis ils me parlaient des angoisses de leur mère chacun. Et j'étais là, putain, j'ai même pas de mec et je vais avoir 2 belles mères sur le dos. Et je me disais, c'est pas possible, possible. Tu vois, moi qui fuis, meuf. Moi qui suis dans la réflexion de la coparentalité, j'avais même pas réfléchi à ça. Bah ouais, non, moi non plus. C'est quand ils ont commencé à me dire, ma mère, elle se méfie, elle se demande pourquoi t'es là. Et j'étais là, oh non, pas la daronne, pas les daronnes. Mais alors, du coup, quand tu fais un date de coparentalité et que finalement, ça ne matche pas, tu leur dis comment? On s'était un peu pris la tête sur la fin parce que je m'étais sentie un peu pressurisée. Et j'avais fini par leur dire, en fait, tu veux une GPA gratos ou quoi? C'est-à-dire...
Mais en fait, moi, je voulais qu'on apprenne à se connaître pendant 1 an avant de faire un enfant Ce qui est ensemble. pas déconnant. Ce qui paraissait pas... Et eux, ils me disaient, bah nous, on voit que toi, dans 1 an, on va peut-être se retrouver le bec dans l'eau. Et j'étais, bah, mais moi, t'as pas de garantie de résultat, gars. Enfin, je m'étais sentie vraiment... Enfin, je sais pas, j'étais là, bah, mais qu'est-ce que tu veux que En fait, j'avais l'impression que t'as un date comme sur Tinder, en fait. À la fin, il faut que t'écartes les cuisses et que tu te fasses inséminer, quoi. Enfin, il y avait un truc... C'est terrifiant. Terrifiant. Tu sais si ces gens-là, ils ont réussi à avoir un bébé? Après, là, ce que je raconte, ça donne une très mauvaise image d'eux. Et à leur défense, je pense qu'en fait, ils étaient hyper angoissés par le processus. Et Ce que je peux comprendre. et que ça s'est exprimé de manière, sur le moment, qui m'a heurtée. Et qu'on n'était pas fait pour être en coparentalité ensemble. Mais je pense que ça les a fait réfléchir, cet épisode. Et je pense pas que ce soit des mauvaises personnes, sincèrement. Si jamais... Puis c'est surtout qu'on y revient à cette question de l'angoisse de Ouais. ne pas être parent. Ouais, c'est ça. À un certain Exactement. âge. Je pense qu'eux, ils se disaient, mais si on attend 1 an et qu'après ça marche pas, on est dans la merde. Mais en même temps, bah oui, il y a jamais de garantie de résultat quand tu veux être enceinte. Jamais. Mais je me disais, c'est horrible, si je fais une fausse couche, ils vont me faire un procès ou quoi? Enfin, tu vois, ça met la pression quand même. Du coup, toi, tu fais ce date de potentiel Mais je coparentalité. les vois plusieurs fois quand même. On fait un dîner, on fait des dîners, on se présente les potes. Enfin, je les ai vus plusieurs fois quand même. Ok. Je l'ai envisagé sérieusement, mais c'était pas un bon match. Et donc je me dis, en fait, la coparentalité, mauvaise idée, c'est trop dur. Hein. Il aurait fallu que ce soit quelqu'un, comme je disais, un ami de longue date, quelqu'un en qui j'ai toute confiance. Et autour de moi, j'avais pas d'amis de longue date qui voulaient être père. Du coup, là, tu te dis, je signe pour Je un me enfant lance, solo. je me lance en solo. Toi, t'as fait ça en France, t'as fait ça à l'étranger? Moi, j'ai fait ça avec des gamètes qui viennent du Danemark. Mais les inséminations, je les ai pratiquées à Paris. Du coup, t'as choisi le donneur sur catalogue et tout. Parce que, ouais, moi, je Ouais. voulais un donneur qui accepte d'être contacté aux 18 ans de Ok. l'enfant. Parce que je voulais pas choisir à la place de mon bébé. Et je voulais pas que ce soit totalement anonyme. Je voulais un peu savoir qui c'était, connaître un peu, pour pouvoir avoir un peu une vague idée de qui était la personne. Et je voulais choisir, moi, le mec, parce que je voulais pas que quelqu'un d'autre choisisse quel sperme on allait mettre dans l'utérus. Je suis désolée de le dire comme ça. Mais ça me paraissait quand même merde, quoi. Enfin, j'ai pas envie qu'un médecin choisisse pour moi. Surtout comme il me semble qu'en France, on n'a absolument pas la possibilité de choisir. Si Non, on suit tu la choisis pas voie du tout. légale... Tu choisis pas. Alors, faut faire confiance au corps médical. Ils vont choisir quelqu'un qui te ressemble. Mais moi, j'ai pas assez confiance. Est-ce qu'on a envie de faire un confiance. enfant avec quelqu'un qui nous ressemble? Ouais, est-ce que t'as envie... Ouais, je suis d'accord. Pourquoi ils Vraie choisissent quelqu'un qui question. te ressemble? Parce que du Enfin, coup, tu vois moi, si je fais un enfant, donc ils vont choisir quelqu'un plutôt Ouais, de plutôt typé, brun. brun. Ouais. Alors que moi, mon type d'homme, c'est les grands Mais oui, blonds, pourquoi yeux ils bleus. choisissent... Enfin, je comprends pas pourquoi quelqu'un qui te ressemble. C'est bizarre. C'est bizarre, hein. Enfin, ouais, je suis d'accord. Moi, je suis contente qu'ils aient des petites têtes de Danois, mais bébé, tu vois, ils sont blonds et tout, c'est trop mignon, quoi. Mon Enfin, rêve. ouais. Tu sens que, bah, c'est pas mes clones, quoi, c'est normal. Mais c'est vrai que c'est assez fou. Moi, je regarde, j'allais dire souvent, mais je regarde de temps en temps les catalogues de Ouais. donneurs pour voir si il y a quelqu'un qui me met la puce à l'oreille. Il y en a qui me mettent la puce à C'est l'oreille. ça. Je me dis genre, ah. Et c'est vrai qu'il y a un truc, et je pense que c'est peut-être d'ailleurs quelque chose de normal finalement, de commencer à regarder. Enfin, toi, le processus avant de vraiment décider à sauter le pas, il a pris combien de temps? On va dire que c'était dans l'air pendant plusieurs années. J'avais Ouais. des copines qui l'ont fait. Je voyais aussi ou des femmes qui n'étaient pas forcément des amies, mais j'en entendais parler. Il y avait mon ancienne coloc qui avait fait un bouquin, Johanna Lucen, Si je veux. Pareil, sur la maternité solo. Donc, ça commençait à gamberger quand même. C'était plusieurs petits déclics. Il y a aussi une fois où j'étais allée à Bruxelles pour le boulot et j'avais été hébergée chez une nana. Et en fait, la nana était mère célibataire. Et je suis arrivée chez elle, l'appart déjà je trouvais trop beau. Enfin c'est con, mais tu vois, enfin je sais pas. Et du coup j'ai dîné avec elle et ses enfants et j'ai trop rigolé. Et en fait je l'ai regardée, je me suis dit mais en fait c'est cool. Ça m'a un peu changé mes représentations que j'avais où c'était forcément parce que l'image qu'on a des mères solo c'est forcément la galérienne, la pauvre fille dont personne n'a voulu, la meuf qui est chum en suite. Enfin je sais pas, vraiment l'image. Oui, c'est l'image populaire qui a été Ouais. créée autour de ça, alors que pas du tout. Pas du tout. Et en fait je me suis dit ah oui d'accord, en fait c'est pas obligé d'être, c'est pas, enfin la réalité en fait des maternités solo, c'est beaucoup plus enviable qu'on le croit, en fait. Donc, il y a eu cette femme chez qui j'ai passé une soirée. Enfin, il y a eu plein de petites choses comme ça. Il y a eu donc mon ancienne coloc. Et puis après, il y a eu le stress de l'horloge biologique aussi qui m'a activée qui a fait qu'à un moment, je me suis dit, bon, allez, il n'y a plus de temps à perdre. Parce que du coup, t'avais 35 ans quand t'as 35. commencé. À 35 ans, j'ai demandé à mon gynéco de faire un test de fertilité pour savoir où j'en étais. Et mon gynéco, c'est pour ça que je te raconte, c'était marrant quand même. Donc il me dit ça va, je dis bah je sais pas, j'aimerais bien faire un bébé mais j'ai pas de mec et tout. Puis il me dit ah vous non plus vous avez pas de mec et tout. Je dis bah non. Puis il me dit non mais
je passe mes journées, Madame Duportel, mes journées avec des femmes magnifiques, brillantes. Elles sont toutes parfaites. Et elles sont pas de mecs, j'en peux plus. Il était là, je suis en burn-out. Et il me disait, mais elles pleurent, elles en peuvent plus. Et il était là, mais qu'est-ce qu'il leur faut, les mecs, tu vois. C'est fou, ça, quand même. C'est dingue. Hein. Ouais, c'est dingue. Hein. Et donc là, il m'a dit, mais je le remercie, ce mec, parce qu'il l'a pris avec beaucoup d'humour. Il m'a dit, je vais vous dire ce que je vous dis à toutes. Il y a d'autres façons de faire. On s'en fout, on avance. Et j'étais là, mais c'est vrai, en fait. On adore. Bah tu ouais. vas me donner le contact. Ouais, je l'adore. Ouais, grave. Et du coup, je fais des tests de fertilité. Et là, je vois que j'ai des résultats vraiment pas ouf. Ah ouais? Ouais, vraiment pas ouf. En fait, c'est des indicateurs un peu controversés, parce qu'en fait, je suis tombée enceinte très vite, hein, en vrai, ça s'est bien passé. Et là, il y avait plus le temps de tergiverser. Enfin, en tout cas, ça m'a remis les puces les idées en place. Ça fait peur, ça. Hein. Ouais, ça fait peur. Et en même temps, ça m'a permis d'avancer, tu vois. Est-ce que pendant ta grossesse, parce que c'est vrai que, comme tu le dis, tu l'as beaucoup dit, que c'est quand même complexe de vivre une grossesse seule, est-ce qu'il y a eu des moments où il y a eu des regrets? J'ai eu un passage hyper difficile. Déjà, quand j'ai appris que j'avais des jumeaux. Ouais, déjà, ouais. Tu l'apprends à combien de... Je l'ai appris assez vite, mais quand même, j'ai bien flippé sa race. Mais on me disait quand même, attends la fin du premier trimestre, parce que peut-être qu'il y en a un qui va arrêter son développement, etc. Donc pendant les 3 premiers mois, j'étais dans un truc un peu étrange, de flottement. Et puis quand je passe les 3 premiers mois et la date d'avortement, désolé mes amours, mais c'est vrai que ça m'a mis un coup de me dire, ah ça y est, maintenant, on va jusqu'au bout, et ils sont là tous les deux. Ouais. J'ai eu un moment de panique, d'énorme panique. C'est dur d'entendre des jumeaux. Et en fait, ce qui était vraiment difficile, c'est que dès que je disais aux gens, je fais un bébé Sola, ils me disaient, ah, d'accord. Et quand je disais, j'attends des jumeaux Sola, mais c'est genre autour de moi, mais on pétait un câble, tu vois. Et c'était horrible, parce que moi, j'étais terrorisée, et tout le monde me disait, ah, mais comment tu vas faire? Mais tu vas jamais y arriver, mais c'est horrible. Et du coup, j'étais là, me dis pas ça, parce que moi, je suis déjà en panique, tu vois. Donc j'avais... Non, ça, c'était vraiment dur. Alors, surtout qu'en plus, il est bon de préciser que toi, t'es quand même très active sur les réseaux sociaux, et qu'on a quand même suivi tout ça. Donc, il y a en plus la vie de plein d'inconnus qui rentrent là-dedans. Mais sur Insta, il y avait beaucoup de soutien, ça, c'était cool. Ça, c'était cool. Je partageais sur Instagram ma grossesse, et du coup, il y avait beaucoup d'encouragement, de soutien, de sororité. Non, ça me faisait du bien. Heureusement que j'avais ça, au contraire. Non, c'était plutôt les potes de potes, l'ami d'amis, tu sais, la meilleure amie, je sais pas, de ton cousin, enfin, genre l'enfer, tu vois. Ça, c'était dur. Comment on s'en sort financièrement? Alors là, on arrive dans le guide de comment être maman solo, parce que vraiment, on pense qu'on est beaucoup à se dire, mais putain, j'ai peur de le faire parce que j'ai peur de ne pas avoir de thunes, j'ai peur de me retrouver seule, j'ai peur de plus avoir de vie. Mais franchement, un bébé toute seule, je pense que c'est pas si compliqué. Hein. Bon, après, je dis ça parce que moi j'en ai 2. Mais je vois mes copines qui en ont qu'un. Franchement, ça va. Ouais, mais toi, t'es passé au level sup du tout, t'as eu des jumeaux. Oui, c'est vrai. Mais ça va, tu vois. Si t'en as un qui a pas de RGO, c'est le bébé RGO, il pleure beaucoup, ça c'est dur. Mais si t'en as qu'un... C'est quoi un bébé RGO? Le RGO, c'est quand ils ont un reflux gastro-entérite, je sais pas trop quoi. Ah, c'est vraiment une conf de maman, ouais, ça. Et du coup, ça veut dire qu'ils ont bobo, j'allais parler en mode bébé. Ils ont mal à la gorge quand ils boivent du lait, et donc les premiers mois de leur vie est un calvaire. Et donc ils pleurent, et donc ta vie aussi est un calvaire. Donc ils pleurent tout le temps. Donc ça. Moi, avec la malchance que je vais avoir, tu vas avoir un bébé RGO. Ouais, j'ai un chien qui pisse sur mon canapé avant que mes invités arrivent. Le chien incontinent, le bébé RGO, tu vas voir tout. Mais financièrement, par où commencer? Non, c'est hyper stressant. Ça, c'est vraiment un aspect. C'est vrai que c'est un aspect difficile de la maternité sola, c'est l'argent. Moi, j'ai beaucoup d'aides, du coup, comme j'ai des jumeaux quand même. Pendant les 3 premières années, t'as quand même pas mal d'allocs. Ouais. Quand t'es mère célibataire. Après, ce qui est chiant, c'est que ça dure que 3 ans, parce que comme si après 3 ans, t'avais plus de frais. Ils s'assument. Ils se prend un petit mi-temps et puis ils payent les factures. C'est ça. Et puis, mais après, tu changes ton mode de vie. Moi, pour parler clairement, parce qu'en fait, l'argent, faut en parler pour être engagé. Moi, je gagnais à peu près entre 2500 et 3000 euros par mois. Parfois un peu plus, parfois un peu moins, comme j'étais plus ou moins indépendante. Et j'avais beaucoup d'argent de côté, parce que j'espérais un jour m'acheter un appart. Bon, ça n'existe plus. Hein. Et ma PMA, ça m'a coûté à peu près 5000 euros déjà. Sur le moment, ça me paraissait énormément d'argent, mais alors maintenant, quand je vois tout ce que ça me coûte, mes bébés, en fait, c'est peanuts. Ouais. C'était vraiment le tips c'est ça. de la maternité. Et après, tous les mois, la crèche pour les 2, c'est 500 euros. Après, ça dépend de tes revenus, mais c'est à peu près 500 euros. Et moi, je dépense beaucoup d'argent parce que j'ai eu pendant longtemps une femme une nounou de nuit qui m'aide, parce que sinon, moi, je peux pas survivre avec mes 2 bébés. Comme ils se réveillent pas au même moment la nuit. Quand t'as qu'un seul bébé, tu peux dormir par tranche de 5 heures quand même la nuit. Mais les 2... Là, ils s'enchaînent. Ouais.
Donc, être réveillé toutes les heures, tu peux pas être réveillé toutes les heures, toutes les nuits, tout le Non. temps. Donc, ouais, ça coûte beaucoup d'argent. Mais après, bon, bah, tu sors moins, t'as des priorités. C'est vrai que parfois, du coup, je vois, par exemple, les fringues que je m'achetais avant, des trucs de marque, je suis là, mais comment j'ai claqué autant de thunes dans des vêtements? C'est vrai que mon mode de vie a vraiment changé. Mais bon, en même temps, après, j'avais la belle life, hein. Je prenais des Uber, je me faisais livrer de la bouffe, je m'achetais des rouges à lèvres Chanel. Enfin, tu vois, c'était... Voilà, je suis contente d'avoir pu profiter un peu de ça, d'avoir un peu avoir une vie d'adulte où j'ai pu voilà, profiter, sortir, pas trop compter, parce qu'au début j'ai aussi connu des années moins faciles. Et donc là, c'est sûr que je compte tout, mais bon, ça en vaut la peine, tu vois. Franchement, ça en vaut la peine. Il y a aucun regret. Et Et attention, je dis pas que ça serait mal. Hein, Ouais, si, j'ai eu des moments. En fait, j'ai eu des moments de vraiment où je me sentais dépassée. C'est quand ils sont malades. Quand ils sont malades et que je suis malade aussi. Et donc, du coup, ils me demandent beaucoup d'attention et que je suis très fatiguée et très faible. Là, j'ai eu des grosses crises de larmes en mode, mais je vais jamais y arriver, mais qu'est-ce qui m'a pris? Il y a eu un jour où j'étais aux urgences à Trousseau. Mon bébé, il avait une bronchiolite et moi, du coup, j'avais 39 de fièvre. Et il y avait énormément de monde dans la salle d'attente. Et les urgences pédiatriques, t'as les bébés qui crient, ceux qu'on mal et tout. Et j'avais de la fièvre. Et il y avait le roi lion en boucle dans la salle d'attente. Et j'étais là, j'en rigole maintenant, mais j'avais les larmes qui coulaient. Et j'étais là, j'en peux plus. Oh, c'était horrible. Mais bon, et puis tu le fais en fait. Tu le fais et puis voilà. J'aurais 1000 questions à te poser. Mais 1000 questions. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai une chance énorme. C'est que ma maman m'aide beaucoup. Ouais. Mon frère m'aide aussi. Mes amis m'aident. Pour se lancer dans la maternité Sola, ce qu'on dit, c'est que c'est bien d'avoir quand même une personne de confiance qui va t'aider si t'es malade, qui va t'aider si t'es hospitalisé. Enfin, quelqu'un quand même un peu relais ou pas mal d'argent. Sinon, tu payes quelqu'un pour faire ça. Moi, il y a aussi des gens que j'ai découverts que je pensais pas qu'ils seraient aussi présents pour moi. Je pensais pas qu'ils s'attacheraient autant à mes enfants. On peut se lancer, prendre la décision de se lancer dans un parcours de PMA sans avoir déjà tout son réseau construit. Moi, il s'est construit petit à petit. Aujourd'hui, l'amour dans tout ça, parce que c'est quand même un taf à plein temps, être mère. Ouais. Il y a aussi toutes les répercussions physiques qui sont, j'imagine, ton corps a été quand même extrêmement médicalisé, aussi bien pour tomber enceinte que pour mettre au monde ses enfants, etc. Donc l'attrait de la sexualité, c'est peut-être pas l'envie première, enfin, ça je parle pas en ton nom. Mais aujourd'hui, l'amour, est-ce qu'il y a une possibilité d'amour amoureux? Bah franchement, moi j'ai envie, hein, j'ai hâte. En fait, je sais même pas si j'ai envie d'être amoureuse là, mais j'aimerais bien déjà avoir un rendez-vous où je suis contente d'aller. Enfin, Ouais. tu vois, on va commencer par où tu réfléchis à ta tenue, toute ta journée t'y penses, tu te fais un beau maquillage, t'es là, allez, ciao les babies, tu vois. Déjà, en fait, ouais, j'ai hâte de retrouver un peu cette vie-là, de dater, mais dater dans un sens positif. Ouais. D'avoir un crush sur quelqu'un, ça, franchement, j'ai hâte. Mais moi, là où je suis trop contente, c'est que maintenant, j'envisage tout ça sans plus aucune panique, sans plus aucune pression. Ouais. J'ai l'impression d'avoir 20 ans à nouveau, tu vois. Et ça, c'est waouh. C'est tellement agréable. Ben oui, parce que du coup, la plus grosse peur, et ça y est, c'est évacué. elle est accomplie. Mais même, et par contre, et du coup, même les mecs, je vois bien qu'ils ont changé de regard sur moi. Ah ouais? Même mes potes, tu vois. Avant, ils me disaient, je sais pas, des trucs pas forcément très sympas, mais ça se voit trop que tu cherches ou machin, ou tu dois leur faire peur, enfin des trucs. Puis maintenant, j'ai l'impression d'être devenue la meuf. Je sais pas, l'autre jour, j'étais à un apéro, il y a un pote qui me dit, mais non, mais je dis, si t'avais vraiment voulu un mec, t'en aurais un depuis longtemps. Enfin, tu sais, je suis là, ah bon, l'histoire a changé, tu vois. Le récit a genre changé dans le regard des gens. Enfin, oui, où je me fais beaucoup plus draguer aussi. Ah ouais? Ouais, enfin maintenant si je sors pas souvent, mais quand je sors, ça m'arrive beaucoup plus de quand je rentre, j'ai un petit DM en mode tu vas aller boire un verre, nanani, beaucoup plus qu'avant, ouais. Mais comme quoi, je pense que les énergies qu'on dégage. Mais en fait, je suis juste tellement énormément. plus heureuse. En fait, il y a pas de secret. Ouais. À un moment, je me suis dit putain, c'est vraiment des connards, c'est parce que j'avais des bébés, machin. Puis après, je me suis dit mais non, c'est juste que en fait, je suis beaucoup plus heureuse, je parle avec tout le monde, j'arrête pas de rigoler. En fait, voilà, y a pas... enfin, moi, je pense qu'il n'y a pas de secret, tu vois. On arrive à la fin de cet épisode, et là, pour le coup, vraiment, c'est très douloureux de se dire que c'est un seul épisode, parce que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Ouais. Vraiment beaucoup de choses à dire. Pour l'année à venir, sentimentalement, qu'est-ce qu'on te souhaite? Un rendez-vous où j'ai envie d'aller, justement, comme je disais. Ouais. Un petit crush.
Allez, bah, t'es la première à le dire. Ah ouais? Ouais, d'habitude, la conclusion des épisodes, c'est toujours... Mais parce qu'elles sont dans des schémas aussi très différents du tien, c'est toujours de se dire, j'ai envie d'arriver à être bien avec moi-même. Et en fait, toi, tu t'es approprié ce qui te manquait le plus. Donc finalement, aujourd'hui, t'arrives à ce truc où en fait, t'es bien avec toi-même. Ouais, c'est ça. Ouais, complètement. Si les copines, les copains qui nous écoutent ont envie de te retrouver sur les réseaux sociaux ou de découvrir ton travail, où est-ce qu'ils te cherchent ? Bah, je suis sur Instagram. Mon nom, c'est Judith Duportail avec un petit underscore. Et j'ai écrit donc 3 livres. L'amour sous algorithme, Dating Fatigue. J'ai fait un podcast sur ma relation toxique qui s'appelle Kimmy's Paddle, qui a été adapté en livre. Et je travaille sur mon 4e livre sur la maternité, justement, qui s'appelle Maternité rebelle, qui sortira courant 2024. Et voilà, c'est à peu près ça, mon travail. J'ai hâte de découvrir ce livre-là. Mais en tout cas, à titre personnel, je tiens vraiment à te remercier pour ton travail, qui, moi, a eu un gros impact sur ma vie sentimentale, sur la manière dont je date, sur la manière dont je regarde les choses. Et oui, le fait que tu sois mère solo, le fait que tu prennes cette décision, que tu le documentes, il y a un côté effrayant et aussi extrêmement rassurant de se dire, bah, moi aussi, je peux le faire. Et en tout cas, ce podcast, il est aussi grâce à des meufs comme toi qui ont politisé l'amour, le dating et qui ont dit, bah, en fait, ouais, c'est pas juste, je trouve pas l'amour et j'ai envie de comprendre pourquoi je trouve pas l'amour. Et du coup, vraiment, je te remercie pour tout ton travail. Bah, je te dis merci à toi aussi de libérer les paroles avec ton podcast et de donner à voir nos récits, nos vies. C'est hyper important. Et du coup, j'espère qu'on va toutes prendre le power là et faire nos babies. Puis voilà. Non, mais en fait, finalement, le rêve, c'est de vivre avec plein de mères Mais solo dans bien une grande maison, un jardin et un potager. Mais bien sûr. C'est le rêve. On sortira faire des dates de temps en temps, mais nous, on vivra dans des sororités avec des gosses partout. Le rêve. Mais oui. Merci beaucoup les copines et les copains pour avoir écouté cet épisode qui était un épisode spécial Saint-Valentin. Je trouvais que le sujet était tout à fait à propos. Voilà, assumer ses choix, assumer ce qu'on a envie de faire et ne pas attendre après le destin. Parfois le destin, il joue pas toujours en notre faveur. Mais bon, rien n'arrive au hasard. Si vous avez aimé cet épisode ou tous les autres épisodes, n'hésitez pas à laisser une petite note sur Spotify, Apple Podcast ou n'importe où ailleurs. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et TikTok à Leslie Grano. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Merci et vive le féminisme.